Donc parlez-moi Oui. de la CEA. Alors, la CEA, bon, on est en 2021, Oui. c'est il y a 20 ans, hein, on était en 2001, et je suis rentrée à la CEA. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai passé un examen et j'ai présenté 2 mémoires sur la faïence, Oui. dont un mémoire sur Moustier et Marseille. Alors vous allez me dire, pourquoi Moustier et Marseille? Oui. Eh bien parce que c'est la région du Midi, que j'adore, et puis avec des influences italiennes, que j'aime aussi, et alors aussi parce que les faïenciers de cette région sont des gens extraordinaires, comme d'autres aussi, mais pour moi extraordinaires. Ils ont sorti des pièces avec des proportions phénoménales, des décors pompeux, etc., etc., des décors aux armoiries, des décors historiés, bon. Et en fait, il faut savoir aussi que cette période, de la fin du XVIIe siècle, correspond à une période moche chez nous en France. On n'a plus d'argent. Et Louis XIV, comme maintenant. Et Louis XIV a trouvé une solution pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Eh bien, il va demander à toute la noblesse, il va lui donner l'exemple aussi, de faire fondre tout ce qui est argenterie, métaux précieux. Et là, on va récupérer des sous et on va remplacer ça par de la faïence. Alors évidemment, les céramistes c'est la joie pour les céramistes. Oui, bien sûr. Alors, cette faïence à Moustier et Marseille, ce sont les frères Clérici qui vont commencer par ouvrir une fabrique. Et ils vont sortir, je vous dis, des pièces fabuleuses en bleu et blanc. Alors, pareil, pourquoi en bleu et blanc? En général, c'est ce qui symbolise la noblesse, hein, le bleu. Et puis, il faut savoir aussi qu'au début, c'est une faïence de grand feu, au début, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui résistent à la haute température, c'est-à-dire 1000 à 1200 degrés. Alors, on a 5 couleurs seulement. Le bleu, bien entendu, le vert, le jaune, le violet. Et malheureusement, le rouge, c'est très compliqué. Et le rouge, on l'obtient avec le bol d'Arménie ou l'oxyde de fer. Mais c'est pareil, c'est pas l'idéal non plus, parce que à la sortie du four, bien souvent, eh bien, il y a des petites... les oxydes sont moches, oui, ça a bougé, etc. Bon. Donc là, on est au grand feu. Le petit feu va venir un petit peu plus tard, vers 1748. Bon, alors là, je viens de parler des frères Clérici qui ont ouvert en premier leur faïencerie. Mais évidemment, ces gens-là répondent aux commandes nobiliaires, hein, et aux grands. Et d'autres faïenciers vont se mettre en route eux aussi pour répondre à des commandes des bourgeois, commandes bourgeoises. Hein, parce qu'il y a aussi la bourgeoisie qui existe. Et puis petit à petit, après, ça sera le peuple. Donc les pièces vont être différentes au fur et à mesure. Hein. Alors, j'ai parlé des frères Clérici, alors ils sont 2. Il y en a un qui a ouvert à Marseille, qui est Pierre. Non, c'est le contraire. À Moustier, qui est Pierre. Et l'autre qui a ouvert la faïencerie de Marseille, qui est Joseph. Alors, ceux deux-là vont travailler, je vous dis, des choses extraordinaires. Et puis après, au fur et à mesure, il y a d'autres faïenciers qui vont venir
jouer à leur tour. Il y en a un qui est très drôle, qui est Oléris, qui est un faïencier qui a peint des petits Chinois dans des formes différentes, et puis des animaux qu'on appelle des animaux fabuleux, des animaux extraordinaires. Et j'aime bien celui-là, il est rigolo comme tout, il est plein d'humour, ce faïencier-là. Bon, alors, donc c'est vers 1748, on va on va découvrir comment obtenir le rouge, ce fameux rouge. Et c'est ça, la découverte du petit feu, c'est ça, c'est la découverte du rouge, qui est un précipité d'or et qui permet d'obtenir toutes les teintes de rouge et de dérivés. Alors, Pierrette Candelot, qui est la veuve Perrin, elle va exercer ses talents justement dans ce feu, avec ce feu de réverbère. Il y a des teintes chatoyantes chez elle, des décors très féminins avec des fleurs, des champs mélangés avec des fleurs superbes, etc. Et la veuve Perrin, elle va signer toutes ses pièces, elle va les signer VP, veuve Perrin. Alors attention à ce VP, qui va se retrouver, se copier, recopier au XIXe siècle. Et là, il faut faire très attention parce que c'est à la manière d'eux, ce sont des copies en définitive, ça ne vaut plus rien. Hein. La veuve Perrin, c'est 18e, hein, fin 18e, c'est pas du tout 19e. Il va y en avoir à foison. Alors là, pour le moment, j'ai parlé que de Marseille et Moustier, mais je voudrais aussi, je ne veux pas oublier une faïencerie qui m'est chère, c'est un peu mon chouchou, c'est la faïence de Rubel, près de Melun. Et cette faïence, elle est atypique en définitive. Ça, je le dis toujours, ou on l'adore ou on la déteste. Hein. En fait, elle est atypique, elle est spéciale par son émail ombrant. Son émail ombrant, qui est une profondeur dans ses décors, dans l'émail, une profondeur assez extraordinaire et qui permet aux pièces réussies de ressembler presque à des petits tableautins. C'est une très belle faïence intéressante aussi. Il faut savoir aussi que Colette, l'écrivain Colette, eh bien, s'en servait et nous a parlé dans son livre Chérie, nous a parlé de la faïence de Rubel dans laquelle elle mettait des fraises, etc. Enfin bon, ça c'est le côté histoire, petite histoire. Alors pareil, bon, il y a eu de la copie parce que la faïencerie a fermé en 1857 et à ce moment-là, les moules de Rubel ont été vendus et vendus à droite, à gauche, etc. Et certaines petites fabriques s'en sont emparées et puis ont essayé de faire du Rubel à la manière de Rubel, mais pas toujours réussi non plus. Alors parallèlement à tout ça, à l'expertise, alors je terminerai en disant évidemment d'où l'obligation de faire appel à un expert. Hein. C'est notre rôle de dire c'est bon, c'est pas bon, etc. Mais parallèlement à ce travail d'expertise, la CEA m'avait confié le rôle de secrétaire général qui me permet d'être en relation avec le conseil d'administration et les experts. D'ailleurs, cette mission, je l'ai toujours et cette mission me plaît beaucoup. Voilà. Et je terminerai en disant qu'appartenir à la compagnie d'expertise en antiquité, objets d'art et œuvres contemporaines veut dire aussi être membre de la Confédération européenne des experts d'art. Et c'est une carte de visite honorifique et assez extraordinaire.
Merci.